Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'aromathérapie, le thème de ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, l'aromathérapie, c'est vrai que on en parle beaucoup en ce moment. Il y a énormément de reportages, d'ailleurs, c'est vraiment d'actualité. Et justement, pour mettre les points sur les i et pour vous donner des informations les plus scientifiques, les plus réalistes possibles, nous avons décidé d'inviter l'un de ses spécialistes, c'est-à-dire Olivier Tissot. Olivier qui est pharmacien passionné d'arômes et de plantes. Il allie sa formation en pharmacie avec un intérêt pour les médecines complémentaires. On va parler justement de médecine complémentaire aujourd'hui. Il est co-responsable du diplôme universitaire d'aromathérapie de Dijon. Il forme le grand public, il fait des émissions de radio. Bref, bonjour Olivier Tissot. Bonjour Benoît. Alors, Olivier, tu as accepté de parler de l'aromathérapie et plus particulièrement de l'aromathérapie pour les kinésithérapeutes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les patients des kinés sont-ils autant en demande de soins par l'aromathérapie? C'est la question que tu vas répondre aujourd'hui. Et à propos de questions, justement, vous avez été particulièrement nombreuses et nombreuses à nous poser des questions directement lors de votre inscription. Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre. Plutôt, Olivier va répondre en priorité, mais pendant toute la durée de ce webinaire qui devrait durer à peu près 45 minutes et après questions-réponses encore pendant 45 minutes, vous aurez la possibilité de les poser dans le chat et ces questions-là du chat seront posées à Olivier juste après. Donc Olivier, merci d'ores et déjà d'être présent avec nous et on va pouvoir t'écouter pour faire une présentation générale de l'aromathérapie et de ses bienfaits. Ok, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Ça fait quelques temps que je travaille avec Kiné Formation pour former les kinés à l'utilisation de l'aroma en cabinet. C'est un public cible qui me plaît énormément au niveau des professionnels. Pourquoi? Parce que le masseur kiné, généralement, est très à l'écoute de son patient et travaille sur la globalité de son patient. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve vraiment des similarités avec notre travail quotidien sur la phytothérapie ou l'aromathérapie. De toute façon, on verra ce qu'est l'aromathérapie, ce que sont aussi les médecines alternatives complémentaires, comment est-ce qu'on peut identifier une huile essentielle de qualité. Voilà, donc, comme tu l'as dit, Benoît, donc mon travail, je suis officinal, c'est-à-dire que je travaille dans une officine la plupart du temps, mais je fais aussi beaucoup d'enseignements. Je travaille avec l'Université de Dijon. On a donc une cellule de recherche sur l'utilisation des huiles essentielles. On travaille beaucoup sur les parutions bibliographiques, scientifiques, et on travaille surtout sur l'aspect relation structure-activité moléculaire des huiles essentielles. Donc, c'est ça qui nous tient, qui nous lie, tous les intervenants, puisqu'on est à peu près 12 intervenants à intervenir sur l'Université de Dijon. Donc, le webinaire, je vais vous faire un petit point sur ce qu'on appelle les MAC, les médecines alternatives complémentaires. Alors, les MAC, déjà, c'est le terme, c'est le terme qui est notifié par l'OMS. Moi, ce qui me plaît déjà, c'est le terme alternatif. C'est-à-dire que alternative, ça veut dire qui remplace. Et nous, en aroma ou en phyto, on ne travaillera pas dans la médecine alternative, mais bien dans la médecine complémentaire. Donc, c'est une médecine qui peut être complémentaire à l'allopathie, c'est-à-dire la médecine chimique, la médecine médicamenteuse, mais qui peut être aussi en première place et puis qui va être incontournable en matière de prévention. Et ça, on va le voir dans les différentes aspects d'utilisation des huiles essentielles que je vais vous lister. Donc déjà, les MAC, qu'est-ce que c'est? Ça peut être différentes approches. On a l'approche qui va être plutôt physique, puisque vous êtes en tant que MKE, vous pouvez être aussi spécialisé, on va dire, en médecine complémentaire, en acupression ou autre. Je n'ai pas beaucoup de connaissances à ce niveau-là, mais physique, on va vraiment avoir une approche, un toucher au niveau du corps. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes, et c'est pour ça que je communique énormément sur l'aroma et la phyto, parce qu'on a beaucoup de personnes aussi, je pense, dans votre métier, des personnes qui s'installent en médecine complémentaire alors qu'ils n'ont pas du tout de formation. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des connaissances sur certaines pratiques ou certaines thérapies,
mais ils n'auront aucune connaissance du corps humain. Et ça, c'est très, très limitant. Et je trouve que là, on est dans quelque chose qui devrait être réglementé parce que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Approche corps-esprit, donc on va plus englober tout ce qui est sophrologie, cohérence cardiaque, etc., qui sont aussi des choses très intéressantes. Moi, je travaille énormément en cohérence cardiaque et en inducteur, je prends les huiles essentielles. Je prends l'aroma en inducteur dans la gestion du stress de la cohérence cardiaque avec des très, très beaux résultats puisqu'on sait qu'on a des huiles essentielles qui vont être sympathico-mimétiques ou parasympathico-mimétiques, donc qui vont agir sur le parasympathique ou l'orthosympathique. Et de ce fait, on a des inducteurs qui sont assez intéressants dans la cohérence cardiaque. Et le troisième item, ça sera plus l'action moléculaire naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'action moléculaire naturelle? Eh bien, c'est la phytothérapie et l'aromathérapie, c'est-à-dire que pendant des siècles, notamment en phytothérapie, on a travaillé sur la tradition, sur le savoir par voie orale, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la tradition et l'empirisme. On utilisait des plantes, on savait qu'il y avait un effet clinique et qu'il y avait une action thérapeutique indéniable. Par contre, on ne savait pas pourquoi. Et à partir des années 30, là, on a pu justement prouver d'un point de vue scientifique, en isolant les molécules, que telle molécule donnait telle action au niveau de l'organisme. Alors, bien sûr, on a encore tout un ensemble de choses, puisqu'on est dans le domaine quand même du vivant, avec la phyto et l'aroma. Et il y a ce qu'on appelle le totem de la plante, ou le totem de l'huile essentielle, c'est-à-dire l'ensemble des molécules contenues dans la plante qui vont donner une action à la plante que l'on ne mesure pas tout le temps d'un point de vue bien quantifiable et bien précis par rapport à l'organisme. C'est ce qui gêne aujourd'hui les personnes qui seront très cartésiennes et qui seront très embrigadées dans le côté chimique, parce que la plante, c'est vraiment c'est quelque chose qui fait des fois, comment dire, qui surprend, parce que quand on parle par exemple d'une plante qui s'appelle la fumeterre, eh bien la fumeterre, elle est amphocholérétique, c'est-à-dire que c'est une plante en phytothérapie qui va agir au niveau du système hépatobiliaire. Elle va augmenter la sécrétion de bile chez le patient qui en a besoin, mais par contre, chez le patient qui n'en a pas besoin, eh bien, elle ne va pas agir sur la bile. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à l'organisme. Alors là, c'est vraiment quelque chose de superbe au niveau du monde du vivant, parce que malheureusement, dans la chimie, eh bien non, on ne va pas dire un antihypertenseur ne va pas s'adapter à l'organisme en fonction du besoin de faire baisser une tension à un moment précis ou autre. Il va agir en permanence, et là, on aura quelque chose de très, très fin au niveau de ces actions naturelles. Donc, phytoaroma, à partir de 1930, aroma avec Gattefossé. Gattefossé, ça a été un des précurseurs en aromathérapie. Il a fait des recherches sur les molécules d'huile essentielle, notamment les molécules de lavande, huile essentielle de lavande angustifolia ou lavande vraie, deux molécules acétate de linalyle et linalol, qui sont antibactériens pour les alcools, qui vont être sédatifs, antalgiques, déstressante aussi pour les esters. Donc, c'est une composition, cette huile essentielle de lavande qui est très intéressante et qu'on utilise énormément en olfacto ou même en action cutanée pour la gestion du stress. Alors maintenant, si on se met d'un point de vue patient, pourquoi le patient va se tourner vers les MAC? Eh bien, déjà, il aura plus d'écoute. Alors, c'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué, parce que si on veut une écoute, eh bien, il faut que la personne qui soit en face soit vraiment un vrai acteur de la santé, c'est-à-dire qu'il soit un vrai professionnel de la santé plutôt, et qui connaisse exactement l'organisme humain, qui connaisse aussi les limites qu'il peut avoir par rapport aux patients, parce qu'aujourd'hui, on est confronté avec des thérapeutes qui veulent tout soigner, puis qui veulent s'inventer en plus grands penseurs, etc. Donc ça, j'aime pas trop, et je trouve que voilà, il faut que le patient puisse vraiment trouver un professionnel de la santé diplômé qui soit formé sur l'aroma, par exemple, pour avoir une belle écoute. Et vous êtes, en tant que kiné, comme les infirmiers, comme les médecins préparateurs et pharmaciens, vous êtes des gens de première ligne pour comprendre comment agissent les huiles essentielles et pouvoir les conseiller aux patients. Méfiance du médicament, oui, on a eu des scandales sanitaires par rapport aux médicaments, et bien, ça a provoqué des suspicions
par rapport aux patients. C'est méfiance du médicament. Il faut savoir aussi que des fois, ça a été une mauvaise utilisation avec des prescriptions hors AMM, comme je pense au Mediator par exemple. Et là, ben, on a fait flamber les effets secondaires qui étaient au départ quantifiables. Puis après, ils étaient plus quantifiables parce qu'ils étaient énormes, puisqu'il y avait beaucoup plus de patients qui prenaient ce médicament. Et ça fait un amalgame, pardon, et le patient, ben, lui, a dit, attention, le médicament, voilà, est-ce que je dois le prendre ou pas? Le médicament, c'est incontournable dans notre santé, hein, parce qu'autrement, on ne serait pas à 82 ans d'espérance de vie. Mais on peut être, et c'est là que les patients sont demandeurs, être acteur de sa santé. C'est-à-dire qu'on peut être acteur de sa santé si on est en bonne forme, en faisant de la prévention, grâce à la phyto, grâce à l'aroma, mais on peut être acteur de sa santé aussi lorsqu'on est sous traitement, que ce soit un traitement médical ou un traitement que vous pouvez prodiguer aux patients. Ben pourquoi? Ben parce que je veux être acteur, c'est-à-dire que je veux comprendre ce qui m'arrive et je veux avoir un rôle dans ma guérison. Et n'oublions pas que le patient est le premier pilier pour la réussite de sa guérison. Donc, dans ce cas-là, eh bien, l'aroma et la phyto, ça va être des béquilles, ça va être quelque chose qui va l'aider à être acteur de sa santé et à aller vers la guérison ou à garder au mieux sa bonne santé. La place de l'aromathérapie dans les médecines alternatives complémentaires, dans les médecines complémentaires, bien, il faut savoir que la phytothérapie et l'aromathérapie sont intimement liées, puisque l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie. Eh bien, la phytothérapie, c'est l'ensemble des plantes médicinales qui sont utilisées. L'aromathérapie, on va utiliser des huiles essentielles médicinales en thérapie. Et ces huiles essentielles sont issues de plantes à essence, donc d'une sélection de plantes qui sont généralement odorantes, qu'on trouve dans la nature, que l'on va distiller. On va obtenir des huiles essentielles. Et c'est ces huiles essentielles médicinales que l'on va pouvoir utiliser d'une manière assez intéressante chez différents patients en fonction des différentes pathologies. Phytoaroma, donc c'est quantifiable. On arrive à voir en phytoaroma donc des structures moléculaires qui sont contenues dans les plantes et les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont analysées en chromato, donc on va isoler ces molécules et on saura que cette molécule agit à tel niveau. Donc là, on a vraiment dans un domaine moléculaire qui est vraiment quantifiable. Troisième thérapie, c'est l'homéopathie. Et là, eh bien, c'est plus compliqué. L'homéopathie marche bien. On aura des remontées cliniques intéressantes. Par contre, l'homéopathie, ce n'est pas quantifiable. On n'a pas de structure moléculaire qui est quantifiable, qui soit quantifiable dedans. Donc, c'est pour ça que l'homéopathie a été déremboursée aujourd'hui. C'est pour ça que l'homéopathie est quelquefois décriée. Depuis les dires et les découvertes de notre ami Hahnemann, c'est quand même à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, on n'a pas eu beaucoup de progrès dans l'aspect quantifiable de l'homéo. Je ne dénigre pas, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais aujourd'hui, par rapport aux instances qui vont décider des thérapies, bien, on est plus en place phytoaroma parce qu'on sait qu'il y a des molécules et on sait en plus qu'il y a des effets secondaires, donc on fait très attention à ce qu'on utilise. Par contre, l'homéo, on est moins dans le quantifiable par rapport à la thérapie. Qualité d'une huile essentielle. Ben, la qualité d'une huile essentielle, il faut savoir qu'il y a différentes huiles essentielles. Vous en avez pléthore. C'est un marché qui est porteur aujourd'hui au niveau commercial. Donc, on a de plus en plus de laboratoires qui nous amènent des nouvelles huiles essentielles. Quand on fait une bonne formation en aroma, au bout de cette formation, on peut utiliser 15 à 20 huiles essentielles maximum pour faire tout ce que l'on a à faire. Aujourd'hui, moi, dans mon étal d'huile essentielle, alors là, je parle du côté pharmacie, du côté vendeur, je dois avoir 80 huiles essentielles différentes. Si j'en fais le quart de ces huiles essentielles, j'arrive à vraiment faire tout ce que je veux. Dans une huile essentielle, eh bien, tout est marqué sur le flacon. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, pour être sûr de la qualité d'une huile essentielle. Généralement, on a le nom commun comme Ravintsara sur cette huile essentielle, mais surtout, on a aussi le nom latin. C'est-à-dire, pour le Ravintsara, ça va être Cinnamomum camphora, ça fait partie des camphriers. Il a un chémotype particulier, c'est-à-dire que lorsqu'on va le distiller, on va avoir une molécule prédominante dans cette huile essentielle. Ça sera, alors oui, il y a une petite erreur entre la photo et le petit slide, mais je vais vous expliquer. On va prendre la photo de gauche. Donc, nom latin, Cinnamomum camphora, chémotype cinéole, c'est ce que l'on a dedans. Donc, cinéole ou eucalyptol, c'est une molécule qui marche très bien sur la sphère ORL et qui est une molécule qu'on va utiliser en période hivernale et qui marche très, très bien. On a distillé, les parties distillées, ce sont les feuilles.
principaux composants, on retrouve donc un uxinéole. Et dessus, on a une huile essentielle chémotypée, c'est-à-dire qu'elle a été analysée en chromato de manière à savoir connaître les molécules qu'il y a dedans. Et c'est comme ça qu'on est sûr de ne pas faire d'erreur par rapport à cette huile essentielle. Et le petit carré vert à côté à droite, eh bien, lui, il parlera du thym vulgaris chémotype thuyanol. Donc, on sera non latin, genre espèce Thymus vulgaris. Chémotype thuyanol, donc on sait que la molécule prédominante dans ce thym, c'est le thuyanol. On sait qu'on a distillé sommité fleurie et qu'on a 5 ml dedans. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est marqué sur le flacon. Il faut avoir tout le temps cette notion de huile chémotypée, c'est-à-dire HECT, qu'on peut retrouver sur les flacons, ou alors HEBBD. C'est un autre logo de qualité qui nous dit que notre huile essentielle est botaniquement et biochimiquement définie, c'est-à-dire qu'on connaît la plante, on connaît la structure biochimique grâce à une chromato, et comme ça, on est sûr d'avoir une huile essentielle de qualité avec une huile essentielle bio de préférence, bien sûr. Ensuite, eh bien, le mode d'action des huiles essentielles. Alors, on a deux grands modes d'action des huiles essentielles qui est intéressant, c'est la relation structure-activité. Donc, c'est-à-dire qu'une molécule va donner une action à une huile essentielle. En allopathie, lorsqu'on parle, par exemple, de paracétamol, on sait que le paracétamol, eh bien, on a une molécule dans, que ce soit dafalgan, doliprane, néferalgan ou autre, on aura une molécule. Si on a un antalgique qui n'est pas assez puissant, ben on va associer deux molécules. On va faire généralement du paracétamol et de la codéine. Dans le même médicament, et bien, une huile essentielle, vous pouvez avoir jusqu'à 100, 150, voire 200 molécules qui sont présentes en concentration dans cette huile essentielle. Donc, nous, on va essayer en structure-activité de voir quelles sont les principales molécules qui sont présentes dedans, et ça va nous donner un courant d'utilisation et un courant d'utilisation sécuritaire pour ne pas faire d'impair par rapport à l'utilisation de notre huile essentielle. Une information aussi sur les processus psychophysiologiques, c'est-à-dire que comme une huile essentielle est odorante, eh bien, on aura une action au niveau olfactif, c'est-à-dire qu'on aura une thérapie olfactive, si on peut dire. On sait par exemple dans les études biblioques que le linalol contenu dans l'huile essentielle de lavande officinale est très documenté et qu'il a une action sédative avec action sur le système limbique qui est vraiment intéressant et qui est très rapide. Pourquoi? Parce qu'on a un système nerveux là, qui va être comme une autoroute, hein, directement du nez au système limbique avec vraiment un trajet qui va être très rapide, une seule connexion neuronale. Et là, on va avoir quelque chose qui va être intéressant parce que ça agit très, très vite pour son action sédative. Voilà donc les principales. Après, on a différents courants qui sont faits sur le courant de fréquence olfactive aussi des huiles essentielles. Malheureusement, on arrive à mesurer aujourd'hui les fréquences sonores. C'est pour ça que vous voyez entre les graves et les aigus. On arrive à mesurer les fréquences aussi de la lumière avec les couleurs, mais on a du mal à mesurer les fréquences olfactives. Et il y a bien des chances que certaines huiles essentielles, comme l'encens, par exemple, l'huile essentielle d'encens, ou l'encens en général, est une fréquence olfactive assez haute, qui permettent une certaine méditation, etc. Mais ça, c'est des recherches qui sont en cours et qui arriveront, je pense, par la suite dans notre cursus scientifique. Un petit schéma, mais juste pour vous dire que ces huiles essentielles, ce sont des métabolites secondaires. Il faut bien savoir qu'une huile essentielle, c'est une plante. La symbolique d'une plante est aussi intéressante. Quand on parle d'un sapin, par exemple, de l'huile essentielle de sapin, et qu'on voit notre sapin comme il est présent dans une forêt avec sa puissance et sa majestuosité et son côté majestueux, eh bien, il y a bien des chances que l'huile essentielle de sapin soit ce qu'on appelle psychostimulante, c'est-à-dire qu'elle donne à l'organisme, qu'elle donne au mental une force supplémentaire, et c'est ce qui se passe. Donc, bien prendre en compte la plante qui, grâce au soleil, fait de la photosynthèse, va faire des dérivés sucrés qui vont être après transformés en métabolites. Et ces métabolites secondaires, eh bien, il y en a toute une panoplie. Il y a des alcools, il y a des aldéhydes, il y a des esters, il y a des monoterpènes, il y a des oxydes. Il y a vraiment toute une sorte tout un ensemble de panoplies. Et c'est grâce à ces différentes molécules que l'on va identifier dans nos chromatographies. Et ces molécules, eh bien, ça va nous permettre justement
d'avoir une idée, on va dire, de l'action de ces huiles essentielles et surtout d'éviter de faire des impairs dans l'utilisation des huiles essentielles. C'est-à-dire que vous avez des molécules qui seront contre-indiquées avec certains médicaments. Vous avez des molécules qui vont être contre-indiquées chez la femme enceinte, contre-indiquées chez l'épileptique, contre-indiquées chez l'épileptique, par exemple. Et comme il y a 2 jours, on avait une émission sur France 5, et quand on me dit que l'huile essentielle de lavande vraie angustifolia est contre-indiquée chez l'épileptique parce qu'elle est épileptisante, ben non, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de composé épileptisant dans l'huile essentielle de lavande. Vous voyez, donc ça, pourtant, c'est un botaniste qui a parlé de ça, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris, mais non, c'est l'huile essentielle de lavande, il faut la décortiquer, il faut savoir ce qu'il y a dedans, et on voit pour cette lavande officinale qu'elle n'est pas épileptogène, alors que la lavande aspi, donc sa cousine qui est en plaine, eh bien elle aura un composé, le 1,8-cinéole qu'elle va contenir, et ce 1,8-cinéole, lui, est épileptisant. Donc la lavande de plateau, qui est la lavande vraie, pas de souci. La lavande aspi, qui est la lavande de plaine, attention à l'utilisation. Vous voyez, c'est toute cette démarche de dire, est-ce que, en fonction des composés qui sont dedans, qui sont présents, est-ce qu'on peut l'utiliser, facilement, est-ce que ça peut être sécuritaire? Donc, c'est vraiment, c'est une gymnastique, mais c'est un récital. Après, une fois qu'on a posé les fondations, qu'on a manœuvré 1 ou 2 fois ces alcools, ces aldéhydes, ces esters, etc., on arrive sans aucun souci à faire le point dans ces huiles essentielles et à être très sécuritaire et savoir ce qu'il faut utiliser pour telle pathologie. Je mets aussi parce que quand on n'a jamais fait de phyto et d'aroma, il y a quelque chose qui est différent de l'allopathie chimique. C'est que l'allopathie chimique, quand j'utilise mes médicaments et que j'ai délivre mes médicaments, je sais que 1 + 1 fait 2, alors qu'en phyto-aroma, 1 + 1 fait plutôt 3. C'est-à-dire, comme le disait Jean-Marie Pelt, qui était de l'Université de Nancy, la somme des principes actifs que l'on prend isolément, eh bien, ce cumul de principes actifs, cette association de principes actifs au sein de la plante, eh bien, il peut être supérieur dans cette plante aux principes actifs pris isolément. Donc là, on est dans une inéquation mathématique qui n'est pas forcément vraie dans les cas concrets que l'on connaît, mais qui peut, dans la nature, présenter des choses que l'on ne soupçonnait pas et qui sont intéressantes. C'est toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, cette réaction de l'huile essentielle avec l'organisme. Quand on parle d'huiles essentielles qui sont immunostimulantes, qui vont stimuler l'immunité, eh ben, pas de médicaments existent. On a des immunosuppresseurs que l'on va utiliser facilement en allopathie, mais en allopathie, on n'a pas d'immunostimulants. Donc, vous voyez que les plantes et les huiles essentielles, c'est quand même quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en pratique assez facilement. Pourquoi on ferait de la formation en aroma? Quel est l'intérêt de faire de la formation? Quand on a un diagnostic posé par le médecin et que l'on veut faire une médecine complémentaire, eh bien, on va recueillir le maximum de données. On va essayer d'aller jusqu'à aux molécules, sélectionner les molécules les plus adaptées. Et ces molécules adaptées, eh bien, elles vont être présentes dans une huile essentielle, 2 huiles essentielles, voire 3 huiles essentielles associées. Ce sera ce qu'on appelle une synergie d'huile essentielle, mais on ne va pas aller au-delà. Parce qu'après, ça sera un petit peu… alors, on a aujourd'hui des sprays avec 40 huiles essentielles dedans. Voilà, c'est un peu plus commercial qu'on va dire que thérapeutique, parce qu'on ne voit pas pourquoi on utiliserait une synergie comme ça et on ne maîtrise pas le côté, on va dire, thérapeutique et le côté aussi effet secondaire d'une synergie de ce type-là. On a toujours aussi des phénomènes de drainage parce que quand on fait de la phyto et de l'aroma, on draine l'organisme. Donc, vous avez aussi du drainage que vous pratiquez en drainage de contact. Nous, ça sera plus du drainage par voie orale avec du drainage rénal ou du drainage hépatobiliaire avec des plantes généralement qui sont intéressantes et qui marchent bien. Je vous ai parlé de la qualité des huiles essentielles. La qualité des huiles essentielles, eh bien, voilà, on a une analyse, c'est un profil chromatographique, c'est-à-dire que
on va passer nos huiles essentielles en chromato pour voir les principes actifs que l'on a dedans. Qu'est-ce que c'est qu'une chromato? En vulgarisant et en imaginant ça, une chromato, c'est une piste d'athlée. Sur cette piste d'athlée, vous avez une sortie, une porte à 100 mètres, à 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Vous avez des coureurs qui sont en jaune, en rouge, en bleu, en vert. Là, vous savez que les rouges sortent à 100 mètres, les jaunes à 200 mètres, les bleus à 300 mètres et les verts à 400 mètres. Donc, c'est systématique, hein, vous le voyez comme ça. Et s'ils n'ont pas de chasuble, eh bien, vous allez voir qu'à 100 mètres, vous allez reconnaître en fonction de ce que vous avez marqué sur votre programme, vous saurez quel type de coureur sort, à 200 mètres quel tir, à 300 mètres quel type, etc. La chromato, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va mettre notre huile essentielle. On sait qu'à 20 minutes, là, c'est le temps, hein, à 20 minutes, on va avoir tel composé, à 50 minutes, tel autre, et à 70 minutes, 75 minutes, tel autre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un recueil des différents composés des huiles essentielles. Et on voit que dans cette huile essentielle-là, on a 55,61% de 1,8-cinéole, c'est-à-dire eucalyptol, c'est-à-dire une huile essentielle qui va être une huile essentielle utilisée en hiver. Et il y a bien des chances qu'on ait affaire à peut-être un myrtacé. On va essayer d'étudier un peu plus viridiflorol. Alors là, on a viridiflorol et un 8-cinéole, où il y a bien des chances qu'on soit dans l'huile essentielle de niaouli. Niaouli qui est utilisé en hiver et qui présente quelques limites d'utilisation dues au viridiflorol, mais qui est une huile essentielle qui peut être utilisée en diffusion sans aucun souci. Donc, vous voyez, voilà, c'est comme ça. On va recevoir nos chromatos d'huile essentielle comme ça, et c'est comme ça qu'on va les étudier, qu'on va savoir les molécules qu'il y a dedans et comment ça marche et quelle indication on va pouvoir donner à cette huile essentielle. Quelle est la valeur ajoutée les huiles essentielles en aromathérapie? Alors, la valeur ajoutée, déjà, ça va être de connaître les molécules pour savoir ce que votre patient prend. Pourquoi? Parce que votre patient, quand il prend des huiles essentielles, on sait qu'il y a certaines huiles essentielles qui vont être contre-indiquées en fonction de ce qu'on utilise comme huile essentielle. Donc, au moins, vous allez pouvoir savoir quelle huile essentielle votre patient prend et vous allez pouvoir justement lui dire est-ce que vous pouvez le prendre ou est-ce que vous ne pouvez pas les prendre. Et en fonction de l'indication thérapeutique, ça sera intéressant aussi. Vous allez pouvoir utiliser les huiles essentielles au niveau de votre cabinet pour créer une ambiance olfactive. Une ambiance olfactive qui peut être déstressante, une ambiance olfactive qui peut être désinfectante, en ayant un panel d'huile essentielle, en sachant ce que vous pouvez utiliser d'huile essentielle et avec les limites d'utilisation de la diffusion que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir utiliser certaines huiles essentielles avec l'accord de votre patient, parce que vous connaissez les huiles essentielles. Vous allez savoir que, par exemple, une huile essentielle d'eucalyptus citronné est très anti-inflammatoire. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir utiliser cette huile essentielle d'eucalyptus citronné pour une action antalgique ou anti-inflammatoire et avec des résultats qui vont être très, très intéressants. Et souvent, on parle aussi d'impasse thérapeutique. On est dans le milieu des tendinites, de choses comme ça, où on a un peu de mal avec une allopathie classique. Moi, je le vis tous les jours, avec des anti-inflammatoires par voie orale ou par voie locale, on arrive à avoir des limites d'utilisation de ces huiles essentielles. Donc là, vous allez pouvoir intervenir, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez et vraiment amener une valeur ajoutée par rapport au patient de manière à pouvoir répondre à son attente dans des impasses ou dans des choses qu'il n'arrive pas à résoudre et qui l'embêtent régulièrement. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur cette première approche de l'aromathérapie. Donc, voilà, je suis prêt à répondre à vos questions ou répondre aux questions aussi que vous nous aviez posées par rapport au questionnaire qui avait été diffusé. Et Olivier, des questions, il y en a eu énormément, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup pour cette démonstration. Alors, c'est bien parce que ça fait un peu Madeleine de Proust. Ça nous rappelle nos cours de biochimie, ces petits noms qu'on avait un petit peu oubliés. C'est toujours très sympathique. Donc, en effet, oui, alors, énormément de questions. On a eu Isabelle, déjà, qui nous a posé des questions lorsqu'elle s'est inscrite. Elle nous a demandé, peut-on faire une préparation pour un type de pathologie telle que l'arthrose ou l'arthrite pour tout patient arthrosique et non individuel, par exemple?
Alors, donc déjà, bon, il y a bien sûr une question de législation, hein, il faut pas se voiler la face. Alors, autant on peut utiliser une huile essentielle avec une huile d'une manière extemporanée, sans aucun souci. Mélanger même deux huiles d'une manière extemporanée, c'est-à-dire qu'on va préparer, extemporanée, ça veut dire que je vais préparer en temps réel pour le patient qui est en face de moi. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre dans ma main, je vais mettre 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné avec un peu d'huile végétale d'arnica, sans aucun souci. Je peux utiliser ça en massage, ça marche très très bien, on a des bons résultats. Après, faire des produits à l'avance, alors c'est un petit peu compliqué parce que la législation est assez hard par rapport à ça. Donc, nous, ce que l'on préconise, c'est qu'aujourd'hui, on a une évolution dans le mode de préparation des synergies d'huile essentielle à l'officine. Alors, on n'aura pas toutes les huiles essentielles, mais on a quand même tout un panel d'huiles essentielles qui peut être préparé par le pharmacien. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher près d'une pharmacie qui fait des préparations et de lui demander une préparation, par exemple, eh bien, pour l'arthrose, qui sera fait sous forme de spray ou autre, et on pourra l'utiliser après pour un ensemble de patients, parce que ce mélange sera validé par le pharmacien. Il aura le droit de le faire parce qu'il y aura une liste, même si elle est restrictive, il pourra utiliser cette liste pour pouvoir faire cette préparation. Et ça sera donc une première approche. Donc, deux choses différentes, c'est-à-dire soit je prépare d'une manière immédiate et pour un seul patient une huile essentielle avec une huile végétale avec l'accord du patient, je me suis assuré qu'il n'y avait pas de limite d'utilisation, il n'y a aucun souci. Ou alors, je veux dire, ben non, je ne veux pas m'embêter à faire de la préparation immédiate. Je fais une préparation un peu à l'avance, mais dans ces cas-là, je me fais aider d'un pharmacien qui saura préparer en avance cette préparation. Et là, dans ces cas-là, je pourrais utiliser cette préparation pour plusieurs patients. Ok. Minorca nous demande quelle combinaison d'huile essentielle est nécessaire pour les pathologies respiratoires. L'asthme, c'est d'actualité, on en parle beaucoup de l'asthme en ce moment. La bronchite chronique, merci, dit-elle. Alors, l'asthme, c'est compliqué parce qu'on a la plupart d'huiles essentielles sont contre-indiquées avec l'asthme. C'est-à-dire qu'un patient asthmatique, il faut être quand même prudent. Il y avait encore dans les émissions qu'on a pu voir récemment un pneumologue qui est intervenu en parlant des COV, composés organiques volatiles, qui sont présents quand on va faire une micronisation d'huile essentielle. Donc, dans ces cas-là, attention par rapport à ces COV donc chez le patient asthmatique. Une fois qu'on a une pathologie ORL qui sera différente du patient asthmatique, eh bien, on a toute une panoplie d'huiles essentielles qui contiennent des molécules comme le 1,8-cinéole, donc eucalyptus radié, eucalyptus globuleux, myrte chémotype cinéole, ravinzara, etc. Eh bien, ces huiles essentielles, elles sont vraiment très intéressantes pour traiter les pathologies ORL, bronchite, rhume, etc. Et puis après, on a les sapins aussi à biétacées qu'on appelle, ou pinacées. Et là, on aura des monoterpènes dedans qui nous permettent de faciliter la respiration. Et généralement, une synergie des deux molécules peut être intéressante et ça nous donne une action qui va être vraiment expectorante et antibactérienne chez les patients qui ont des problèmes ORL. Alors, on va quitter la sphère ORL pour la sphère abdominopelvienne avec Bertrand qui nous demande quelle huile utiliser lorsque l'on trouve des tensions conjonctives viscérales. Alors, je ne suis pas kiné, donc je ne saurais pas exactement ce qu'est une tension conjonctive viscérale, mais au moins je sais ce qu'est un spasme viscéral. On utilise des huiles essentielles dans les spasmes viscéraux qui sont antispasmodiques, généralement, qui peuvent être aussi antalgiques. Et on a une huile essentielle de choix avec une huile essentielle riche en méthylclavicol, qui est l'huile essentielle de basilic. On peut avoir aussi une huile essentielle de lavande, par exemple. L'huile essentielle de lavande, elle est intéressante puisqu'elle a de l'acétate de linalyle qui est antispasmodique aussi et antalgique. Donc, on pourrait utiliser cette huile essentielle-là. Et en plus, l'huile essentielle de lavande, ce qui est intéressant, c'est que quand on l'applique, eh bien, on a une action déstressante qui peut être quand même intéressante pour le patient qui est stressé par la douleur qu'il ressent. Si Bertrand est là présent avec nous dans le webinaire, il peut tout à fait détailler ce qu'il entend par tension conjonctive viscérale. Ça permettra à Olivier de pouvoir répondre peut-être un peu plus précisément donc, à cette question. Chloé, quant à elle, nous demande quelle huile essentielle préconises-tu pour une bonne préparation du muscle à l'effort? Là, on est dans le domaine du sport, normal, on est avec des kinés, et pour une meilleure récupération musculaire ensuite.
Alors, pour les huiles essentielles, préparation à l'effort, eh bien, on a des huiles essentielles qui sont chauffantes généralement. On va essayer de trouver des huiles essentielles chauffantes, des huiles essentielles qui vont agir sur la microcirculation, des huiles essentielles qui vont être aussi antispasmodiques, mieux relaxantes. Donc, chauffantes, ben, on peut penser au camphre en molécules. On le retrouve dans le lavandin, on le trouve dans le romarin à camphre. On a du basilic pour son action aussi antispasmodique. On peut avoir aussi qu'est-ce qu'on peut mettre un peu d'eucalyptus, enfin on peut mettre de cyprès, tiens, on pourra parler du cyprès pour son action microcirculatoire. Ça, c'est des approches qui sont intéressantes pour la préparation au sport. Et puis, pour la relaxation, pour la récupération, ben, on va plutôt opter aussi sur ces huiles essentielles qui vont être, comment dire, décontractantes, qui vont être mieux relaxantes, mais au lieu d'avoir l'effet chaud, on va plutôt prendre l'effet froid, chercher l'effet froid avec un peu de menthe poivrée. Donc ça, c'est des mélanges qu'on fait. Moi, je travaille avec une société qui fait des huiles essentielles de sapin et on a fait justement une synergie préparation à l'effort et récupération pour des gens qui font de l'ultra-trail. Et on a une de nos Françaises là qui vient de prendre la médaille de bronze à Innsbruck, qui s'appelle Manon Board et qui est notre région. Et elle a fait un 89 km. Et voilà, c'est des huiles qu'elle va utiliser pour la préparation à l'effort et pour la récupération. Et en plus, ces huiles, c'est intéressant, l'aroma chez le sportif. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle un ancrage olfactif. C'est-à-dire que c'est un peu comme les sophrologues vont prendre un ancrage gestuel. Nous, on va travailler sur l'ancrage olfactif, c'est-à-dire que lorsqu'il va être en bonne condition pour réussir son entraînement, eh bien, inconsciemment, avec l'olfaction de ces huiles essentielles, ben, il saura qu'il est capable de réussir le jour de la compète. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'olfaction va comment dire, le préparer à la réussite, quelque part. C'est comme s'il était dans un terrain connu, dans un terrain rassurant, et lui, l'essentiel va souffler à son cerveau. Là, tu vois, tu es dans de bonnes conditions, tu peux travailler. Voilà, là, tu es bien. Là, il n'y a pas de danger, tu es bien, tu dois réussir. Alors, on fait ça en olfaction, c'est très intéressant parce qu'on travaille là-dessus pour justement l'ancrage olfactif, mais on travaille aussi pour le biathlon, par exemple, où des gens vont faire un effort assez intensif à un moment et sur le pas de tir, ils vont pratiquer peut-être 2-3 inspire-expire de cohérence pour essayer de s'apaiser et ils peuvent s'aider avec de l'huile essentielle de lavande sur un gant ou autre de manière à dire, ben là, attention, je ne suis pas en train de pousser sur mes bâtons, mais je suis en train de tirer, donc mon effort ne doit pas être le même. Le golfeur aussi, pareil, quand il fait des grands coups ou quand il monte et qui doit péter après. On a plein d'exemples comme ça. On a le basketteur, le footballeur qui va tirer un panier à 3 points ou le footeux qui va tirer un pénal. On a vraiment des sportifs avec lesquels on travaille. Et après, c'est je veux dire, ce que l'on fait au niveau sportif, on le fait au quotidien avec tous les patients, parce qu'il y a beaucoup de patients qui perdent un petit peu leurs moyens. Il y a des patients qui ont besoin d'être rassurés. Il y a des patients. Eh bien, ce côté ancrage olfactif, ça va permettre aussi de les rassurer, ça va permettre de les poser, ça va permettre de les préparer à une épreuve ou autre, et ça, au stress qu'ils peuvent subir tous les jours. C'est très intéressant parce qu'il y a différentes facettes, hein, il y a différents aspects, et c'est pas seulement une méthode, il y a différents modes d'action des huiles essentielles, et c'est vraiment très, très intéressant. D'ailleurs, tu donnes énormément d'informations, et je rappelle à ceux qui sont là que ce webinaire est enregistré. Donc, par la suite, on va évidemment le rediffuser et vous envoyer le lien de façon à ce que vous puissiez le regarder tranquillement à tête reposée. Nous avons Danila qui nous demande: l'action d'une huile essentielle est-elle plus intéressante mélangée à une crème de massage neutre ou à une huile végétale? Alors là, on parle d'excipient. Alors l'excipient, ce qu'il faut savoir, c'est bien connaître la composition de l'excipient. Pourquoi? Parce que lorsque l'on travaille avec une huile végétale, on sait que c'est du végétal, 100%. Lorsqu'on travaille avec une crème de massage, on n'est pas sûr d'avoir du végétal à 100%. Donc, il faut savoir que les huiles essentielles, elles vont améliorer la pénétration cutanée de certains principes actifs. Donc, c'est intéressant quand on veut améliorer le passage de principes actifs
thérapeutique. Mais quand on va avoir des excipients comme par exemple du plastique fondu, la vaseline, c'est du plastique fondu. Si on a une crème de massage avec des excipients issus de la pétrochimie, ben là, on ne va peut-être pas mettre d'huile essentielle dedans parce qu'on ne va pas les faire pénétrer en plus au niveau de la peau. Donc, c'est pour ça qu'on va être prudent par rapport et que… Alors, si on veut faire quelque chose de naturel, ben, on développe par exemple des fabrications de baumes avec de la cire d'abeille, avec du beurre de karité, avec de l'huile végétale. On fait une petite soupe avec ça et on aura quelque chose qui sera beaucoup plus d'une densité un peu plus épaisse et qui sera peut-être un peu plus facile au niveau du massage, du pouvoir massant qu'une huile simple. Mais on fait attention à la composition de la crème de massage. Nous avons Carole qui nous demande quelle huile essentielle utiliser en rhumato. C'est très général. Pour lutter contre la douleur, l'inflammation. Et y a-t-il une contre-indication d'en utiliser chez des patients qui prennent déjà des anticoagulants? Alors, ça, c'est une personne qui doit connaître un petit peu déjà l'aroma, si elle est là. Pourquoi? Parce qu'on sait que la première huile essentielle à laquelle on pense pour son action anti-inflammatoire, c'est l'huile essentielle de Gaulterie. La Gaulterie, c'est du salicylate de méthyle, le principe actif. Et la Gaulterie, eh bien, elle va avoir une action anti-inflammatoire antalgique de premier ordre. Par contre, la Gaulterie est contre-indiquée chez le patient sous AVK notamment, Préviscan et Coumadine, parce qu'on sait qu'on va avoir une interaction avec la cascade anticoagulante. Des AVK notamment, on a moins de données au niveau des nouveaux NACO, c'est-à-dire tout ce qui est Xarelto, Eliquis, etc. Moins de données aussi sur les héparines en voie injectable, mais sur les Préviscan et Coumadine, on sait en plus, comme on fait des prises de sang régulières pour voir le devenir de ces médicaments à marge thérapeutique étroite dans l'organisme, eh ben, ça peut bouger, donc c'est pour ça qu'on les contre-indique. Mais il y a bien sûr beaucoup d'huiles essentielles qui sont très intéressantes en rhumato pour l'action antalgique et anti-inflammatoire. Je vous invite à poser vos questions dans le chat parce que je pense qu'on aura un petit peu de temps pour y répondre. Information aussi importante, c'est que si vous n'avez pas le temps de poser votre question ou si vous n'avez pas pensé à votre question tout de suite, on a mis en place avec Olivier ce qu'on appelle un salon. Donc, il y aura un lien qui va vous ramener vers ce salon et vous pourrez continuer à poser des questions à Olivier et à l'équipe de Kinéformation d'ailleurs par rapport à ce thème de l'aroma chez les kinés. Jennifer, tu as déjà commencé à répondre à cette question tout à l'heure. A-t-on le droit de concocter notre synergie d'huile et de l'appliquer sur nos patients? Voilà. Alors oui, donc c'est ça. Donc la synergie, attention, la synergie en préparation à l'avance, c'est un petit peu compliqué. Alors lorsqu'on a vraiment des bonnes connaissances et qu'on peut argumenter ça, ok, et qu'on connaît exactement le profil du patient qu'on a en face, pardon, que l'on a l'aval du patient, mais moi je ne le préconise pas parce que la législation, elle est compliquée. C'est toujours pareil aujourd'hui. C'est que nous, il faut savoir en pharmacie qu'on a le droit depuis 7-8 ans de mélanger des plantes entre elles. On n'avait pas le droit de mélanger des plantes entre elles. Des huiles essentielles, ça fait 4 mois qu'on a le droit de mélanger des huiles essentielles entre elles. Donc voilà, le pharmacien peut mélanger certaines huiles essentielles, donc on peut se tourner vers lui pour faire des synergies à l'avance. Préparer pour un patient donné, pourquoi pas. Impliquer le patient aussi, c'est-à-dire lui dire, ben voilà, je vous fais une fiche conseil. C'est souvent ce que l'on fait, une fiche conseil. Alors, on me dit, est-ce qu'on a le droit de faire une fiche conseil? Je pense que oui, parce que quelqu'un qui est naturopathe, qui a une formation qui n'est peut-être pas forcément des meilleures, fait des fiches conseils. Pourquoi est-ce qu'un paramédical ou un professionnel de santé ne pourrait pas le faire? Sur cette fiche conseil, on dit, par exemple, je préconise d'avoir un mélange avec l'huile végétale d'arnica, 100 millilitres. Dans ces 100 millilitres, je peux mettre 2 millilitres de ci, 3 millilitres de ça, 4 millilitres de ça. Le patient a tous les moyens de trouver chez son pharmacien des huiles essentielles, de l'huile végétale d'arnica, avec des petites pipettes. Il revient avec son mélange tout fait et là, il peut être utilisé par le kiné sans aucun souci. Vous voyez, c'est ça, c'est un petit peu compliqué, mais faire ça tout seul dans son coin, c'est un peu compliqué au niveau de la législation. Il y a des produits finis. Malheureusement, le dosage est peut-être un peu faible parce qu'on est dans le statut de cosmétique. Donc, on est dans des dosages en dessous de 5%, donc ce n'est pas ce qu'on voudra. Si on a un dosage un peu plus costaud, on fait une fiche de conseil. Le patient peut le faire chez son pharmacien ou le faire lui-même. Et dans ces cas-là, après, on a l'huile qui va pour le patient et qui va être intéressante. Donc, plutôt que sa synergie, sa popote soi-même d'huiles essentielles, autant créer une vraie synergie avec son pharmacien pour avoir les conseils. Ça serait bien, ou alors faire vraiment une synergie, mais là, d'une manière extemporanée pour un patient à un moment précis. C'est surtout la préparation à l'avance qui peut être des fois un peu gênant.
Annick nous demande à quand une formation sur l'utilisation des huiles essentielles dans le cursus de base des masseurs Ah, kinésithérapeutes. Alors, toi, tu es co-responsable du diplôme universitaire d'aromathérapie de Dijon, donc c'est un DU. Est-ce que ça peut être considéré comme la formation initiale? Est-ce qu'on peut l'avoir aussi dans le cursus initial? Ça serait un peu dommage, parce que finalement, cette formation en formation continue chez Kinéformation, c'est bien aussi, quelque part. oui, voilà, c'est ça. Alors, on a deux types de formations. Les diplômes universitaires, c'est une diplôme enfin post-diplôme validé par l'université. Après, il ne faut pas oublier que la formation justement de kiné-formation, par exemple, hein, sur 2 jours, c'est vraiment un tremplin. Ça nous permet d'avoir des bases, des fondamentaux pour déjà mettre en pratique de l'aroma rapidement pour être critique par rapport aux produits que l'on peut utiliser, parce que les produits qu'on va utiliser, bah, il faut être critique sur savoir quel type de produit on utilise. Et puis ensuite, eh bien, après, bah, si on veut encore évoluer un peu plus, on prendra peut-être une formation complémentaire qui sera peut-être un peu plus longue. Mais de toute façon, nous, automatiquement, on travaille en université avec des e-learning, des choses comme ça préparatoires. Ben, la formation 2 jours kiné-formation, c'est vraiment le type de formation qui peut être déjà, qui peut préparer à une formation peut-être plus élaborée dans le futur. Exactement. Nous avons Caroline Nord qui nous dit Elikiz ou Elichiz, immortel. Ça se dit Kiz, Oui, Chiz? et les crises. Elikiz, Et immortel. Sur des hématomes post-chir chez des patients et des anticoagulants, oui ou non? Pas tous les jours, point d'interrogation. Pourcentage de dilution de l'huile essentielle, etc. Alors, l'hélicryse, c'est une huile essentielle qui est superbe. Donc, des hélicryses, il y en a partout. Vous en avez en Normandie, mais ce n'est pas celle qu'on recherche en aromathérapie. Nous, celle qu'on recherche, c'est l'hélicrysum italicum. C'est l'hélicryse de Corse, généralement. Cette hélicryse, elle est assez rare. C'est une belle fleur qui ressemble un petit peu à un soleil, une fleur très solaire. C'est une fleur qui est relativement sèche, donc peu de rendement d'huile essentielle d'hélicryse. Une huile essentielle d'hélicryse qui est relativement chère de ce fait. Mais par contre, c'est une bombe, quoi. Une huile essentielle, il en faut une goutte. Hein, il en faut vraiment peu. Le dosage, on ne parle même pas de dosage, c'est une goutte dans une cuillère à café d'huile végétale. C'est assez. Alors, l'utiliser, bah, il est vrai qu'il y a des contre-indications d'utilisation avec les patients sous anticoagulants. Par contre, on va l'utiliser sur un tout petit hématome, c'est possible. Un patient qui vient avec un hématome depuis la poitrine jusqu'au genou parce qu'il a fait une prothèse de hanche ou autre et il est sous Préviscan ou Coumadine, là, on fera attention. Par contre, si ce patient n'a pas de traitement anticoagulant, on en met 2 gouttes dans une cuillère, comme je vous disais, même une goutte dans une cuillère à café en application locale, vous allez voir, c'est remarquable. Parce qu'il y a des patients qui sont… Alors, un hématome, ça passe. Mais il y a des patients qui sont inquiets, qui sont anxieux, et ils disent bah, tiens, comment ça se fait? C'est bien noir, qu'est-ce qui se passe, etc. Si on veut lui amener une solution, hélicryse, ça marche à 100%. Voilà, avec un creux. Donc, c'est pas l'Ichi, c'est Elicrise. Hélicryse, exactement. Les crises avec un Y aussi également, pardon. Voilà. Il y a Valérie qui nous demande, alors qui veut qu'on revienne sur la législation. Tu as déjà abordé le sujet, hein, la législation concernant l'utilisation des huiles essentielles en cabinet ou à l'hôpital avec des synergies commercialisées et celles créées par nos propres soins. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Alors, le milieu hospitalier, c'est encore un peu différent que le milieu on va dire, du kiné libéral. Pourquoi? Parce qu'en structure hospitalière, vous avez généralement des médecins. Et si on est formé en huile essentielle et qu'on arrive à mettre en place des protocoles d'aromathérapie qui sont validés par le médecin, alors là, c'est formidable parce qu'on peut faire préparer ça par sa pharmacie à usage intérieur. On peut faire préparer ça par le pharmacien aussi, puisque là, on a une prescription, on a un protocole validé par le médecin et en concertation avec le kiné qui est formé, par exemple, et avec le pharmacien éventuellement de cette structure hospitalière. Donc là, on est vraiment, on peut faire des synergies qui vont être intéressantes. En libéral, ben, je reviens à ce que j'ai dit, produit fini, oui, ok, on est critique là-dessus, il y en a plein de synergies de produits finis. Est-ce que le dosage est assez fort? Ben, attention, parce qu'on est de statut cosmétique, donc dosages qui sont relativement faibles. Donc, on regarde au niveau du dosage ce que ça vaut. Après, on voit le pharmacien à côté de chez soi, s'il fait des préparations et comment on peut faire avec lui. Il y a moyen de faire quand même des belles choses. Et puis, dernière chose, ben, c'est l'utilisation validée avec le patient en extemporané. Je prends telle huile essentielle pour mettre sur le patient directement mes 2 gouttes, par exemple, d'hélicryse dans mon huile végétale.
j'applique sur l'hématome, bah oui, il n'y a pas de contre-indication, je sais que je peux l'utiliser, donc là, on y va sans souci. Voilà, comme ça, on aurait été bien clair sur la législation. Il y a Damien qui demande si on peut utiliser les huiles essentielles en stimulation des points d'acupuncture. Alors, il y a des écrits qui ont été faits. Alors, on ne parle pas d'approche scientifique, on parle plus d'approche empirique, mais il y a un ouvrage qui a été fait par Else, elle s'appelle, c'est notre amie qui doit être sud-africaine, qui utilise l'aroma et qui parlait justement de l'utilisation de ces huiles essentielles au niveau des points d'acupuncture. Alors, on a le premier, enfin, alors nous, quand on parle en université, on ne parle pas de point de chakra ou de point d'acupuncture, on parle plutôt de carrefour nerveux et le plexus solaire, par exemple, hein, le plexus que l'on a en carrefour nerveux, on utilisera des huiles essentielles comme ylang-ylang ou petit grain bigarade à ce niveau-là, ça débloque mais terriblement le haut du corps pour une respiration abdominale qui va être beaucoup plus facile. Et donc, est-ce que c'est une action qui va être locale? Est-ce que c'est une action qui va être plutôt au niveau d'un méridien? Voilà, c'est un ressenti que l'on a, c'est une observation clinique que l'on fait. Et je peux vous dire que nombreux sont les kinés qui me demandent des renseignements à ce niveau-là. Ils me disent, écoutez, moi, je voudrais faire pratiquer à mon patient de la respiration abdominale. Il ne peut pas, il est bloqué, rien n'y fait. Eh bien, dans ces cas-là, on va pouvoir mettre quelques gouttes d'huile essentielle au niveau du plexus. On a vraiment un beau déblocage qui se fait et une respiration abdominale qui va être très ample. Ok, donc c'est empirique, mais ça donne des résultats très intéressants. Ça donne des résultats, alors pourquoi pas, avec la formation de base que l'on a, pourquoi pas essayer de se rapprocher vers ce courant et prendre quelques données aussi littéraires qui peuvent exister, hein, puisque ça existe, et puis essayer de faire un rapprochement, puis de voir un peu comment on peut jouer à ce niveau-là, au niveau de la clinique, quoi. Olivier nous parle de traumato. Alors, quelles sont les huiles essentielles en traumatologie ou en orthopédie à l'hôpital qui pourraient être utilisées? Et qu'est-ce que l'on pourrait conseiller d'ailleurs aux patients qui sont victimes de traumato? Alors, on a toute une panoplie, hein, puisqu'on va être dans les huiles essentielles qui peuvent être décontractantes, qui peuvent être antalgiques, qui peuvent être anti-inflammatoires. Donc là, on a un grand panel que l'on va passer en revue, hein, comme je vous le disais, avec des esters comme la lavande, avec du méthylcalcol comme le basilic, pour son côté mieux relaxant, décontractant. Après, on aura tout un panel d'huiles essentielles. Alors là, il y a des recherches qui sont faites aujourd'hui. Ce sont les huiles essentielles qu'on appelle en alcène en C15 ou sesquiterpènes qu'on retrouve dans certains ouvrages. Et ces huiles essentielles-là, on a ylang-ylang, mais qui sont très forts, mais on a aussi le baume du copahu ou le poivre noir ou le cataphrète. Et ça, c'est des huiles essentielles, mais qui sont très antalgiques, qui peuvent être utilisées localement, qui semblent réagir sur les récepteurs cannaboïdes et non pas les récepteurs opioïdes, et qui amènent vraiment une action antalgique qui est de premier ordre. Donc, je pense que ces molécules sont des molécules qui vont être sûrement à travailler, sur lesquelles des recherches vont être faites pour avoir les antalgiques de demain. Très intéressant. Sébastien nous demande comment il peut intégrer, alors, bon, lui, il est kiné, et il nous demande comment intégrer le travail en aroma dans une séance de kiné de 30 minutes. C'est un peu la discussion en ce moment qu'il y a entre les kinés, parce que c'est vrai que 30 minutes, c'est court. Donc, 30 minutes de kiné, qui est la position de l'ordre. Alors, toi, tu ne peux pas savoir parce que tu es pharmacien, mais l'ordre des kinés concernant cette pratique, à moins que tu sois au courant. Alors non, je ne suis pas au niveau ordinal, je ne connais pas trop Bon, je sais que de toute façon, il existe des produits finis, hein, donc là, on le sait. Donc, si on utilise des produits finis, pourquoi on ne pourrait pas utiliser une huile essentielle dans de l'huile végétale, hein, en ayant connaissance de cette huile essentielle, en ayant une huile essentielle chromatographiée, en ayant une molécule qui soit sécuritaire, etc. C'est encore mieux que ces produits finis qui sont peut-être un peu moins dosés. Donc là-dessus, voilà, moi, je suis confronté au contrôle, hein, avec l'inspection de la pharmacie. C'est le savoir qui prime et la sécurité. Moi, quand quelqu'un vient me voir, il me dit « Mais pourquoi vous faites ce mélange-là alors que vous savez que c'est réglementé, etc. » Mais je dis « Si je ne le fais pas, c'est la jeune maman qui va le faire pour son fils en faisant du surdosage.
en faisant une utilisation qui peut être aussi une méprise. Elle va peut-être prendre du camphrier à la place de prendre du Ravinzara. Donc, on s'expose. Moi, j'ai des balances, j'ai des choses comme ça, je sais comment faire. Un kiné qui va commencer à faire une huile de massage, il a une pipette qui va être dosée en 0,5 millilitres. On commence à être dans des choses sécuritaires. Il ne faut pas oublier que la sécurité, ça prime. Il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, les patients, quand on voit que l'huile essentielle de menthe poivrée est l'huile essentielle qui est une des huiles essentielles les plus utilisées en France, pour moi, c'est une huile essentielle qui est très limitante au niveau de l'utilisation, avec la présence de cétone, menthone, et avec la présence de menthol, qui est un alcool qui est contre-indiqué chez la femme enceinte et strictement contre-indiqué chez le nouveau-né. Donc voilà, on est dans cette gymnastique-là. Donc après, amener notre savoir, dire, bon, ok, voilà, je sais faire, je connais, c'est sécurisé. En plus, mon patient est demandeur, parce que je suis désolé, mais je vais choquer quelques-uns des confrères kinés, voilà, mais je veux dire, si moi, je ne peux pas utiliser d'huile essentielle, puis vous allez dans un institut qui se dit massage et bien-être et qui utilise des huiles essentielles, bon, voilà, quoi. Faut remettre l'église au milieu du village, hein. Quelque part, il faut s'assumer en tant que professionnel. On est professionnel, on connaît l'organisme, on connaît les limites de ce que l'on peut faire, on connaît les huiles essentielles, et bien on y va. Et puis, la personne qui fait du massage, elle a un beau sourire ou il a un beau sourire, j'en sais rien, c'est tout bien, mais il n'a pas de connaissance du corps humain, il n'a pas de connaissance de l'huile essentielle, et voilà, il peut faire des accidents. Donc non, il faut savoir, moi je dis qu'il faut toujours mettre en avant son savoir, sa capacité à faire. Et quand on revient aux 30 minutes c'est long. 30 minutes, c'est long pour prodiguer des conseils aux patients. C'est hyper important parce qu'on peut très bien lui dire dans ces 30 minutes, voilà ce que l'on peut faire. Comment ça va? Je suis stressé, machin. Essayer cette huile essentielle-là, essayer de faire des séances de respiration avec cette huile essentielle-là, essayer de. Je sais que vous croyez que je peux l'utiliser, mais vous savez que je prends du rosuvastatine à cause de mon cholestérol. Mais oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser cette huile essentielle parce que je la connais, parce que je suis formé, parce que je sais ce qu'il en est. Et attention, le patient, c'est une prise en charge globale qui va le satisfaire. Et c'est vraiment, en plus, vous allez amener une valeur ajoutée à ce patient. Ce patient, il va être en train, vous allez le masser, vous lui dire, dites, j'ai lu dans un ouvrage dans la Bible d'un tel je pouvais utiliser telle huile essentielle. Vous savez que je prends tel médicament. Non, vous allez, ou alors demander à votre pharmacien, mais oui, j'ai fait un stage, j'ai fait une formation. Et voilà, on m'a dit que non, c'était pas possible. Alors attention, ou vous avez un nouveau-né chez vous, vous êtes enceinte, attention. Vous voyez, là, on est vraiment dans la prévention. Et ces 30 minutes sûres, ça paraît long d'intégrer, mais on arrive toujours à trouver un créneau et à essayer d'amener une valeur ajoutée sur ce que l'on sait faire et sur ce que l'on peut faire par rapport au patient. Bien. Tu as parfaitement résumé la situation. Alors, on a Nathalie qui demande quelles sont les contre-indications dans l'utilisation des huiles essentielles. Bon, c'est très, 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 très vaste comme question qui est déjà plusieurs fois répondue, à moins que tu veuilles apporter une petite précision. Alors, ce que je veux apporter, c'est souvent quand on fait, avant de faire une formation en aromathérapie, utilisation des huiles essentielles médicinales, on voit que les contre-indications. Et une fois qu'on maîtrise bien ces effets secondaires, ces limites d'utilisation, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a un panel qui est quand même minime de patients qui ne peuvent pas utiliser l'aromathérapie. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. C'est vraiment, au départ, on me dit, ah oui, mais attention, tu dis les épileptiques, tu parles d'asthmatiques, tu parles de ci, tu parles de ça, etc. Tu parles de problèmes d'huile essentielle avec des gens qui présentent des cancers hormonodépendants, etc. Oui, mais bon, c'est limité. C'est résumé en 10 lignes. Et quand on a ces 10 lignes en tête, on a la possibilité de faire plein de choses. Donc voilà, on a des effets, on sait que la femme enceinte, on peut utiliser de l'huile essentielle, mais en olfactant, on pourrait en utiliser pour des nausées, c'est-à-dire le fait de sentir des huiles essentielles, pour déstresser, c'est important. On sait aujourd'hui que des sages-femmes utilisent en salle d'accouchement des huiles essentielles pour accompagner la maman qui va donner naissance à son petit ou à sa petite. Enfin, vous voyez, on a toute une approche qui commence à changer. Et n'oublions pas que le patient est demandeur. Si nous, professionnels de santé, on ne peut pas lui donner la réponse, on aura quelqu'un qui pourra lui donner, soit par des livres,
où on écrit des fois un petit peu des bêtises, soit par Internet, soit en plus en vis-à-vis, puis là, il aurait payé avec quelqu'un qui ne sera peut-être pas forcément formé comme il faut. Donc non, notre rôle, là, on est les premiers interlocuteurs à avoir la connaissance. On doit avoir cette connaissance. C'est pour ça que quand j'ai eu une question sur le cursus, bah oui, nous, on voudrait, hein, on est en train de militer pour que dans le cursus de kiné, on amène de l'aroma. C'est peut-être pas demain la veille, mais ça ira peut-être un peu plus vite que l'on pense. Ok, Angélique nous demande, en tant que kinésithérapeute, est-ce que je peux utiliser des huiles essentielles dans mes séances sans contre-indication? Donc, tu as déjà répondu à cette question. Quelles huiles puis-je conseiller pour effet anti-inflammatoire, là également, et pour un effet de détente musculaire, tout ça? Détente musculaire, on a vu, hein, détente musculaire basilic. On a vu camphre aussi, qui est un très bon mieux relaxant avec le lavandin, mais avec des limites d'utilisation. On a la lavande qui présente moins, lavande vraie, lavande du angustifolia, qui présente moins de contre-indications, qui va être intéressante pour son côté décontractante, mais son côté aussi déstressant. Hein, c'est souvent en formation que je parle de 3 cas de personnes qui présentent des douleurs entre la personne qui fait le baby-foot avec ses copains, le personne âgée qui va au boule et le décathlonien ou le trailer, l'ultra-trailer qui va préparer l'UTMB. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont ces trois soit ils sont isolés, soit ils ne peuvent plus courir, soit ils ne peuvent pas se préparer, soit ils ne peuvent pas jouer au boule. Ils sont stressés. Donc, la composante prise en charge globale du patient avec ces huiles essentielles antalgiques, anti-inflammatoires, décontractantes, c'est très intéressant. Nous avons également Isabelle qui revient sur les contre-indications générales. Donc là, tu as déjà répondu à cette question. Par contre, la question est en 2 parties. La deuxième partie est intéressante et tu l'as abordée dans ta démonstration tout à l'heure. Comment identifier la qualité d'une huile essentielle? Alors, la qualité d'une huile essentielle, déjà, la première chose, c'est le nom latin, genre espèce. Alors, ça fait sourire parce qu'on dit oui, mais c'est pompeux. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un pays à l'autre, le nom vernaculaire, c'est-à-dire le nom de fantaisie qu'on appelle, n'est pas le même. Alors, donc, ça complique déjà la chose. Alors que la dénomination latine de la plante sera la même au niveau international. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et après, quand on va sur un étal de Provence, par exemple, on a un marché de Provence et qu'on a une belle huile essentielle de lavande, point barre, sans autre précision, déjà, est-ce que c'est de la lavande vraie? Est-ce que c'est du lavandin? Est-ce que c'est de la lavande aspi? On ne sait pas. Est-ce que cette huile essentielle a été chromatographiée? Non. C'est limitant. Alors, on peut l'utiliser parce qu'on va la sentir, puis ça nous fait sentir la Provence, puis c'était sympa parce qu'on a acheté une huile essentielle où on était. Mais si c'est du lavandin qui contient du camphre et que je veux l'appliquer sur un enfant, là, je vais faire un impair. Donc, si je veux savoir s'il y a du camphre dans mon huile essentielle, c'est la chromato. Donc, c'est pour ça que d'utiliser, alors surtout avec indication thérapeutique sur certains patients, il faut que mon huile essentielle soit systématiquement chromatographiée pour avoir une qualité et savoir quelle huile essentielle j'ai. Tu fais des chromatos, toi, ou il faut passer par un laboratoire? Non, on passe par un laboratoire, c'est-à-dire que nous, toutes les huiles essentielles que l'on délivre en pharmacie sont chromatographiées. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une chromatographie de l'eau. Et moi, quand je fais des huiles essentielles de sapin dans notre société, enfin notre petite société, mais c'est toujours intéressant de le faire, là, on va faire des chromatos en fonction des lots que l'on va faire. Et ces chromatos sont faits par des laboratoires d'analyse qui sont au niveau national. Nous avons Maëlys qui aimerait que tu lui parles de la gaulterie en tant qu'huile essentielle et quelles sont ses contre-indications. Alors, la gaulterie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une huile essentielle, c'est un salicylé dans salicylate de méthyle. Donc, salicylé, ça nous fait penser à aspirine. Donc, en fin de compte, la gaulterie, elle a les limites d'utilisation de l'aspirine. C'est-à-dire, première contre-indication vraie, c'est l'allergie vraie à l'aspirine. C'est-à-dire qu'un patient qui vous dit « je suis aspirine » ou une connaissance « je suis allergique à l'aspirine », en aucun cas, on va lui mettre même une goutte d'huile essentielle de gaulterie sur la peau pour voir si elle est réactive. Non, c'est une allergie vraie. Donc, elle est capable de déclencher une allergie si on la met en contact avec la gaulterie. Donc, ça, on oublie. Et puis après, on va avoir un principe de précaution et on va avoir une limite d'utilisation pour les patients qui sont sous AVK, notamment Préviscan coumadine, parce qu'on aura une interaction avec cette cascade de coagulation. Donc, ça, on ne le fait pas non plus. D'accord. Oui, c'est l'acide acétylsalicylique, si je me souviens Voilà, bien. l'aspirine, acide acétylsalicylique. Et là, on est dans salicylate de méthyle. Oui. On est dans un ester, mais qui va sûrement se métaboliser dans l'organisme en acide salicylique. Donc, on se rapproche. Et salicylique, je crois que ça avait un rapport avec le saule. Non, ça n'a rien à voir du coup.
Oui, tout à fait. Bah, si, parce que Salix alba, c'est le saule. Et D'accord. alors, ça dépend, parce qu'il y a deux versions quand même, mais ça, c'est assez marrant, parce que on a. Alors, l'acide salicylique viendrait du saule, donc Salix alba, et c'est vrai que le saule aussi va contenir cet acide salicylique. Il aura. D'ailleurs, on pourrait avoir une huile essentielle s'il y avait des composés odorants de saule, mais on sait qu'il a une action anti-inflammatoire. Et l'aspirine, elle, vient plutôt de Spirea ulmaria, c'est-à-dire l'ancien nom de la reine des prés, qui a été pris, puisque Spirea, ça fait penser à aspirine, et Bayer a pris ce nom Spirea pour faire l'aspirine et baptisé aspirine au début du XXe siècle, fin 19e, lorsqu'il a découvert son aspirine. Et voilà, ce n'était pas un placement de produit. C'était sympa, quoi. Quel type de traitement peut-on proposer aux patients? Là, c'est Isabella avec un Z qui nous pose la question. Elle a des problèmes de cicatrisation, la cicatrice. Donc, cicatrice inflammatoire, cicatrice rouge, brune, kéloïde, etc. Elle demande aussi également s'il est vrai que l'huile de rose musquée améliore l'aspect de la cicatrice. L'huile essentielle d'Immortel, elle s'y connaît un petit peu, hein, Isabella. Voilà. Elle demande également plein de questions, hein. Est-il possible de l'utiliser comme traitement des cicatrices hypertrophiques? Et enfin, existe-t-il un mélange d'huile essentielle dédié aux cicatrices spécifiquement? Elle te remercie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents cas qu'on a énumérés, à chaque fois, il y aura une huile essentielle. Donc, on ne peut pas avoir un mélange d'huile essentielle pour tous les cas qui ont été énumérés. Par contre, moi, je sais que ce qu'il faut être sûr, c'est déjà demander au chirurgien de savoir à partir de quand on peut mettre une huile essentielle sur une cicatrice, à partir de quand on pourra mettre une crème, etc. Parce que si on la met trop tôt et que la cicatrice n'est pas belle, on va dire que c'est de la faute de ce que vous avez mis dessus, alors que la cicatrice n'était peut-être pas belle au départ. Donc, il faut vraiment savoir quand c'est qu'on peut mettre ça. Après, l'huile de rose musquée, alors il faut savoir que l'huile de rose musquée, ce n'est pas une huile essentielle, mais c'est de l'huile végétale, c'est-à-dire une solution huileuse de rose musquée. Qu'est-ce que c'est que la rose musquée? C'est en fin de compte un cynorhodon qu'on appelle, c'est un églantier, on va dire, d'Amérique du Sud. On va prélever des graines, on va les presser et on va obtenir l'huile végétale de rose musquée. Et l'huile d'Immortel, c'est notre huile essentielle d'hélicryse qu'on a détaillée tout à l'heure. Et c'est vrai que cette huile essentielle d'hélicryse, dans l'huile végétale de rose musquée, ça peut être quelque chose de superbe pour le vieillissement cutané, tout ce qui est rides, etc. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour appliquer sur les cicatrices en fonction des différents stades. Mais là, il faudrait faire vraiment un cours complètement dermato pour pouvoir appréhender quelle huile essentielle à quel stade de la cicatrice. Peut-être un petit learning, ça pourrait être sympa. Ça peut être sympa aussi. Vieillissement de la peau, cicatrice. Voilà, pourquoi pas. Ça pourrait être bien. En fait, on voit que certaines huiles essentielles reviennent souvent. Et d'ailleurs, nous avons Xavier qui nous demande si on devait avoir 5 huiles essentielles toujours sur soi, le petit pack, ça serait lesquelles pour tous les jours? 5. Mais ça dépend à quel mot on est confronté, parce que 5 huiles essentielles, alors il m'aurait dit 15, on commence à être pas mal. 5 huiles essentielles, c'est quand même restrictif. Alors, si on a quelqu'un qui est quand même stressé, moi, je vais penser à la lavande vraie, parce que la lavande vraie, elle est non seulement intéressante pour le stress, mais comme elle contient de l'inalol, elle peut être cicatrisante et antiseptique au niveau de la peau. Pourquoi? Parce que je sais les molécules qu'il y a dans mon huile essentielle de lavande. Je les ai appris. Donc, si je les apprends, automatiquement, je saurai que l'huile essentielle de lavande, elle pourra avoir différentes indications. Après, il faudra une huile essentielle qui va être riche en 1,8-cinéol, eucalyptol, parce que j'ai des problèmes ORL, des choses comme ça. Je sais que la lavande aspi en contient, je sais que l'eucalyptus radii en contient. Après, c'est à moi de faire le choix. Ensuite, je prendrai peut-être une huile essentielle en alcène, en C15, en sesquiterpène, ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, ylang-ylang ou catafray, oui, pourquoi? Parce que ça a une action antidouleur qui va être assez intéressante. On peut parler d'action circulatoire avec le cyprès. On peut parler d'action digestive avec l'amande poivrée. Voilà, 5 huiles essentielles. Mais j'aimerais autant que, et à l'issue de 2 jours de formation à kinéformation, on pourra très bien raisonner en molécules. Ça ne sera pas prise de tête, ça sera simple. Et là, on va dire, allez, hop, je fais ma trame moléculaire. Je veux ça pour l'action antalgique, je veux ça pour l'action anti-inflammatoire, je veux ça pour l'action cicatrisante. Ah ben tiens, mon action antibactérienne aussi, cicatrisant antibactérien, ça se retrouve, je regroupe, etc. Et c'est comme ça que je vais être très limitant dans mes huiles essentielles et que j'aurai un panel d'une dizaine, douzaine d'huiles essentielles pour faire beaucoup de choses. Bien. Pauline a des patients qui sont atteints de polyarthrite et de fibromyalgie, ou alors des œdèmes des membres inférieurs. Quelles huiles essentielles pourrais-tu conseiller pour ces patients et pour Pauline? Alors donc, là, quand on a l'œdème, on sera plus dans des huiles essentielles qui vont être drainantes.
Donc ça, c'est toute une typicité d'huile essentielle. Par exemple, on peut penser au génévrier. Et le génévrier, il sera non seulement drainant, mais en plus, il peut être antalgique. Donc, il peut être intéressant en fibromyalgie. Fibromyalgie, c'est une approche globale du patient qui est intéressante parce qu'on ne serait peut-être pas on ne se limiterait pas uniquement qu'à l'aromathérapie, on pourrait peut-être travailler un peu avec de la phyto aussi. Et on a des résultats qui sont intéressants hein, et aussi côté gestion du stress, côté de beaucoup de choses. On arriverait avec une prise en charge globale du patient, un petit peu d'huile essentielle antalgique à faire vraiment un panel qui pourrait être intéressant, mais pareil aussi. Là, ça mérite beaucoup de réflexion, ça mérite un peu de discussion et ça mériterait un peu de temps pour vraiment parler de cas comme ça. Alors, j'étais en train d'écrire sur le chat que vous pouviez aussi poser vos questions, parce qu'il reste deux petites questions à justement nos invités, hein, nos spectateurs. Alors, Kathleen nous dit, dommage que vous refusiez les candidateurs kinés au début. C'est vrai? Non. Alors, non, ça dépend Kathleen, quel vous avez vu DU. ça où? Ça dépend quel DU, parce que non, nous, après, c'est vrai qu'il y a, comme c'est un diplôme qui n'est différent d'un diplôme de thésard de pharmacie ou de médecin, mais c'est un diplôme reconnu au même titre que les sages-femmes, les infirmières. Donc voilà, sur Dijon, nous, en fonction des dossiers que l'on va faire, on prend les kinés qui sont en activité, je dis bien en activité, sans aucun souci. Après, on a beaucoup de demandes aussi sur des personnes. Alors, je ne pense pas que ça touche le monde du kiné, qui aiment tellement leur travail, ces kinés, mais on a des populations maintenant médicales qui s'orientent, qui se reconvertissent, on va dire. Et dans ces cas-là, nous, au niveau du DU, si la personne n'est pas en exercice, on aura du mal à l'apprendre au niveau du DU. Par contre, c'est un exercice ou libéral ou en service de soins, en hôpitaux, il n'y a aucun souci, on peut le faire sans aucun problème. Ok, Julie nous demande, à partir de quel âge peut-on donner des huiles essentielles pures aux enfants? Alors, pur, déjà, on utilise rarement d'huile essentielle pure. On va utiliser tout le temps des huiles essentielles diluées. Alors, je ne vous dis pas qu'une huile essentielle chez un enfant de 10 ans, une huile essentielle locale de lavande aspi sur une piqûre va créer une réaction. Loin de là, ça pourrait être utilisé, mais on parle déjà de 6 ans. Ça dire en dessous de 6 ans, on sera très limitant sur l'utilisation des huiles essentielles. Au-dessus de 6 ans, on commence à utiliser un peu plus d'huile essentielle, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut connaître bien la pédiatrie et les huiles essentielles, donc il faudra être prudent par rapport à ça et savoir avoir une formation pour utiliser les huiles essentielles en pédiatrie. C'est quand même. Et il y a des produits finis aussi qui sont intéressants pour les enfants, donc ça, c'est pas mal. Ok, et puis nous avions une dernière question, alors assez généraliste celle-ci. Alors attendez, parce que je vais autoriser quand même les spectateurs à poser des questions. Ah oui. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas de questions dit tout à l'heure. Je me bats avec Zoom. C'est pas toujours évident. Donc là, bon, je vous ai autorisé à poser des questions, allez-y, il va y en avoir 15 d'un coup. Donc je vérifie que c'est bon, oui, c'est bon. Allez, hop, c'est parti. Donc, dernière question de Sarah, qui est une question qui est vraiment très, très générale. Quelles sont les huiles essentielles pouvant être à la fois pertinentes pour une grande variété de population? C'est pas évident de répondre à cette question. Hein. Non, c'est pas évident. Non, les huiles essentielles. Bon, l'aroma, alors l'aromathérapie ne soigne pas tout. L'aroma fait partie d'une médecine globale qui va être intéressante. L'aromathérapie ou l'utilisation des huiles essentielles médicinales, on va de plus en plus vers ce terme pour se démarquer de l'aromathérapie qui est souvent associée au salon bien-être, etc. Je ne dis pas que, mais bon, voilà, on est dans une thérapie un peu plus médicale. Donc, on va parler d'huile essentielle médicinale. C'est très vaste, mais surtout ce que l'on sait, c'est qu'on a vraiment beaucoup de patients qui déjà les utilisent. Donc là, c'est important, hein, puisqu'on a vraiment un gros panel de patients qui les utilisent. Donc, autant connaître les huiles essentielles utilisées pour pas qu'il y ait d'impair. Et puis après, savoir qu'en médecine complémentaire, l'aroma a vraiment une grande, grande place et on peut l'utiliser à bon escient et en ayant des résultats qui vont être vraiment très bénéfiques pour le patient. Bon, en tout cas, Olivier, c'était un webinaire qui était particulièrement riche. Alors, on n'a pas encore de questions hein, dans le chat, peut-être qu'elles vont arriver dans les petites secondes qui suivent. Je vais en profiter pour te rappeler que tu es justement en formation avec Kinéformation au mois de septembre. Ce sera du 29 au 30 septembre à Paris, 14e arrondissement. Et tu vas dispenser donc tes connaissances et tes compétences pendant 2 jours.
Voilà. auprès des kinés qui sont inscrits sur cette formation. Il y a encore de la place d'ailleurs si vous voulez aller y faire un petit tour. C'est vraiment une très très bonne formation. Alors, j'appelle aussi qu'on te retrouve à la radio. Alors, peut-être pas forcément disponible parce que du côté de Dijon, je ne sais pas si c'est local ou si c'est national. C'est France Bleu Besançon, c'est en podcast national après, hein, c'est les experts et voilà, on fait souvent c'est intéressant parce qu'on fait une interactivité avec les auditeurs, donc c'est des choses sympas, ça permet de mettre des fois, de remettre en avant certains produits, d'éviter les accidents. Enfin, nous, on fait voilà, de la formation grand public aussi pour essayer vraiment d'avoir une aromathérapie sécuritaire. C'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus recherché parce que j'ai peur, moi, que si on ne fait pas ça, eh bien, qu'on ait de plus en plus d'accidents et que quand il y aura des accidents, il y aura des personnes qui ne sont pas forcément, comment dire, friands d'aromathérapie par méconnaissance et qui vont dire oui, il faut tout arrêter du jour au lendemain. Je dis toujours, je cite toujours, attention, parce que le monde de la nature est vaste, le monde de la nature est plein de ressources. N'oublions pas qu'on veut détruire la planète, mais qu'on représente 0,02% de la biomasse terrestre. Donc, la nature se rebiffe aussi, hein, elle sait se défendre, et la planète aussi. Et d'un autre côté, les ressources, on va voir. Alors, quand j'entends sur une grande antenne radio une personne qui est professeure dans une clinique du sommeil et qui dit ne me parlez pas de l'huile essentielle, de lavande, il n'y a pas d'essai clinique dessus. Certes, il n'y a pas d'essais cliniques en France dessus, mais il y a beaucoup de bibliographies scientifiques, notamment au Japon, qui sont faites dessus. Et quand on fait de la recherche, n'oubliez pas qu'en 1928, on a une personne en anglais qui est arrivée en disant, il me semble qu'il y a des champignons qui vont peut-être attaquer des bactéries. Heureusement qu'on l'a écouté, autrement on n'aurait pas d'antibiotiques aujourd'hui. Donc voilà, il faut dire, OK, voilà, attendez, on va essayer de voir. Nos amis suisses, c'est à 50 km à vol d'oiseau d'où je suis actuellement, hein, de l'Est de la France. Nos amis suisses travaillent sur les infections urinaires à répétition avec de l'aromathérapie, quasiment d'une manière exclusive, dans des services hospitaliers, avec validation des médecins, avec des résultats extraordinaires, avec aromatogramme et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est d'une évolution superbe. En France, on n'y est pas encore, mais on y viendra et c'est à nous, professionnels de santé, de faire un peu la pression et d'amener la bonne parole pour essayer de valider toutes ces thérapies complémentaires. Et écoute, en tout cas, c'est important aussi également de former les paramédicaux, les kinésithérapeutes aussi également, de façon à ce qu'ils puissent répondre au grand public, à qui tu parles, toi, d'ailleurs, pendant tes émissions de radio sur France Bleu. Merci beaucoup, Olivier. Je vérifie une dernière fois s'il y a des questions dans le chat. Non, mais c'est vrai qu'on a eu déjà énormément de questions. Merci beaucoup. Merci, Benoît. À toi. Je rappelle que... J'ai pas entendu, excuse-moi. Très belle initiative. Parfait. C'était un bon moment. Que tu as parfaitement réussi d'ailleurs également. Je rappelle que ces webinaires, donc cette conférence en ligne, est enregistrée, elle va être rediffusée, le lien va être diffusé un petit peu partout, etc. Et nous avons créé un salon pour vous, pour vous permettre de pouvoir continuer à poser vos questions à Olivier Tissot. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt, Olivier. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.